Il est 8h17, Nikos Aliagas. Le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin, votre invité. Audrey Caspo-Marin. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Député et réalisateur. Après Merci Patron, César 2017 du meilleur film documentaire, voici Je veux du soleil, votre nouveau documentaire sur les Gilets jaunes, sorti hier. Avant-première sur les Champs-Élysées. Une provocation ? Non, pas du tout. Le patron du cinéma, même s'il a dû fermer samedi après samedi, va voir le film, trouve que c'est un très beau film, joue le film dans son cinéma. Voilà, simplement, il nous demande si on peut venir, on vient. Et je trouve que c'est très beau, juste il est ému, il a ri, il a pleuré et il nous a envoyé un superbe courrier, donc on va présenter le film là-bas. Alors dans votre film, vous partez à la rencontre des Gilets jaunes, non pas dans les manifestations, mais sur les ronds-points, un peu partout en France. Témoignages poignants de femmes et d'hommes dans le besoin, contre phrase choc d'un président lointain. Les séquences les plus fortes de ce documentaire militant sont celles que vous tournez chez les Gilets jaunes, dans leur intimité. Extrait. Douce France, les porte-voix d'une foule haineuse Là, on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le monde. s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Là, tu vois, par exemple, c'est parce que j'ai eu ma pizza gratuite, sinon ça faisait 3 jours que j'avais pas mangé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite lumière, elle est pas grande. Hein. Mais j'y vais, je fonce. Je veux l'ouvrir, la porte. Elle est jaune fluo, la porte. C'est du soleil que je vois derrière, c'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière, ouais. Alors on éprouve une réelle empathie avec ces femmes et ces hommes que vous interrogez, ceux des ronds-points. Depuis 4 mois, vous vouliez être leur porte-voix. Moi, je ne suis pas le porte-voix. Ce que j'espère, c'est depuis 20 ans que ça se passe. Parce que ça fait 20 ans que moi, j'entends ces témoignages dans mon coin, mais simplement, depuis 20 ans, on ne peut pas venir avec une caméra, même pas avec un appareil photo, on ne peut pas mettre leur nom, parce qu'ils vivent dans la honte. Et là, c'est le moment où la honte privée devient colère publique. C'est le moment où les invisibles deviennent hyper visibles. C'est le moment surtout, et on l'entend dans cet extrait, c'est le moment où les gens qui sont les plus sous la chape de plomb de la résignation se mettent à être traversés d'une espérance que leur vie va s'améliorer et qu'ils peuvent avoir une petite prise sur le destin et le destin commun sur le destin du pays. Donc c'est ce moment-là dont je viens porter la voix et la trace. Ceci étant, alors c'est un documentaire militant et vous le reconnaissez, pourquoi n'avoir pas aussi interrogé ces gilets jaunes qui ont tout cassé à Bordeaux, à Toulouse, au Puy-en-Velay, à Paris ? D'abord, je ne me reconnais pas dans le documentaire militant, parce que je pense qu'à l'intérieur du documentaire, il n'y a pas du tout de revendication. Mais ce sont des partis pris. Il y a des partis pris de choix, mais c'est le parti pris d'humanité. Moi, je dis, je fais même pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes, je fais pas un film sur les Gilets jaunes, je fais un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le Gilet jaune. Et donc, ce que je viens filmer, c'est pas comment ils se sont organisés, les manifestations. Les manifestations, en plus, c'est pas souvent pas un bon lieu de tournage, parce que c'est un moment où il y a une parole commune et qui tue la parole individuelle. Et moi, ce que je viens chercher, ce sont les personnes, ce sont des humains. Vous savez, dans notre peuple, il y a des millions d'ouvriers, de retraités, de chauffagistes, de plombiers et d'intérimaires. Là, il y avait des personnes handicapées, il y avait des auxiliaires de vie sociale, c'est des gens qu'on voit jamais. Moi, je vais les chercher, je vais les extraire de la masse dont on ne parle d'eux qu'en millions. Et je viens mettre un visage, un prénom dessus, une existence. Comment ils vont au supermarché. Certains aussi se sont mêlés aux manifestations et en sont arrivés à casser. C'est une bonne question aussi à poser. Comment on en arrive à casser ? Pourquoi n'avez-vous pas interrogé ces gilets jaunes qui en sont arrivés là ? Non, parce que moi, je traverse la France. Je vais à la rencontre des gens. Si jamais il y avait des gens qui m'avaient dit, pour les uns, moi, je suis allé en manifestation et puis j'étais tellement pris de colère, j'ai cassé. Je l'aurais enregistré, on aurait essayé de comprendre et sans doute que ça aurait donné une belle séquence. Il y en avait un autre qui était dit, moi, je suis allé en une manifestation et tu vois, j'ai un œil en moins. Mais on serait venu raconter ça, on serait venu raconter les tirs des LBD. On traverse la France, on va de rond-point en rond-point et c'est pas ça qu'on trouve. On n'est pas allé chercher des choses. On traverse, on se laisse porter. C'est une aventure. Vous savez, aventure, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va advenir. Et là, dans notre aventure, on tombe sur Cindy, sur Marie. En tout cas, on a évité les porte-paroles. Alors justement, voilà, pourquoi ne pas avoir interrogé les figures très contestées, par exemple Maxime Nicole, Éric Drouet, qui sont aujourd'hui convoqués par la police. Est-ce que vous les soutenez ou est-ce que vous vous en méfiez ? Non, je fais un documentaire, je fais du cinéma.
Et en faisant du cinéma, j'évite les porte-paroles. Pourquoi ? Parce que les porte-paroles, c'est déjà des gens qui parlent le nom du nous, qui parlent le nom du on, et qui tuent une espèce de parole personnelle. Et donc, je viens chercher des anonymes. Je viens pas chercher ceux qui ont déjà accès aux médias. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui se sont réveillées cet automne. Et c'est pas résumable à quelques individus. Et maintenant, en revanche, je trouve qu'il y a un acharnement de la part du gouvernement sur les figures du mouvement. Et je pense que c'est pas comme ça. C'est pas en s'acharnant sur les leaders d'un mouvement qu'on sort d'une escalade de la violence. Et moi, aujourd'hui, je suis pour une désescalade, que ça s'apaise des deux côtés. François Ruffin, pourquoi avoir mis autant d'images d'Emmanuel Macron dans votre film alors que vous veniez déjà de lui dédier votre livre, Ce pays que tu ne connais pas? Macron, c'est votre obsession. Non, vous savez, si vous passez de rond-point en rond-point, c'est une obsession française, alors à ce moment-là, parce que le grand fédérateur du mouvement, c'est Emmanuel Macron. À chaque rond-point, vous avez Macron d'émission. Passez à côté de ça. En plus, je pense qu'on ne fait pas un bon film sans un méchant. Et là, on a un grand méchant président, donc ça sert le film. Et vous êtes le grand gentil? Non, je ne suis pas le grand gentil. Je pense que c'est Cindy, c'est Marie, c'est Loïc, c'est Khaled. Ce sont eux les gentils. Et en effet, il y a un choix de la beauté. Il y a un choix d'aller chercher Vous embellissez le mouvement. Non, il y a un choix de la beauté des hommes. C'est pas le mouvement. Moi, je parle même pas du mouvement, mais il y a un choix de la beauté des hommes. Ces hommes et ces femmes qu'on voit rarement, on les montre, et on les montre en effet en montrant la beauté de leur visage, même quand ils sont marqués par la souffrance. On montre la beauté de leur espérance, la beauté de leurs paroles, la beauté aussi des ronds-points. Vous savez, ces cabanes construites sur les ronds-points, parfois c'est Tour Eiffel et ainsi de suite. C'est un art populaire. Moi, je suis pour les faire classer un certain nombre de ces trucs-là. Alors, Emmanuel Macron, il est présent sur les ronds-points, effectivement. Emmanuel Macron, il incarne ce que vous combattez. Mais vous est-il antipathique? Oui. Je pense qu'on peut dire qu'il m'est pas très sympathique, mais même ne serait. Haïssez, Emmanuel Macron. Pas du tout. Vous savez, on veut toujours me ramener à ça. Il y en a marre. Quoi. Mais justement, est-ce que vous lui souhaitez vraiment le destin de Kennedy? Non, pas du tout. Mais j'ai jamais dit ça. En plus, je ne l'ai jamais dit. Et y compris quand il y a cette phrase, je dis derrière cette violence, je la rencontre et rond-point après rond-point, je dis ça n'est pas la solution. Vous savez quoi? On va réécouter ce propos que vous avez prononcé effectivement devant l'Élysée en décembre. Propos que vous mettez dans la bouche de gilets jaunes que vous avez rencontrés sur des ronds-points. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Est-ce que vous regrettez d'avoir... Non mais attendez, la question elle m'est posée, mais vous coupez toujours au même endroit. Vous dites ce sont des propos que j'ai cherché à tempérer sur les ronds-points. Vous coupez toujours au même endroit, c'est-à-dire que vous coupez à l'endroit où je dis je dénonce cette violence ne mène à rien, mais compris cette violence verbale. J'y suis contre. Maintenant, il faut que le président il l'entende. Il faut que le président il l'entende parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers une désescalade de la violence. Et la désescalade, elle passe par négocier. Et moi, par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, plutôt que de partir dans un vaste débat avec 7800 propositions, je retiens 4 niveaux. Je retiens une demande sociale, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, une demande fiscale, le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, une demande démocratique, le référendum d'initiative citoyenne, et une demande de justice, l'amnistie des Gilets jaunes. Et si jamais on avait une vraie discussion là-dessus, ça serait moins le bazar semaine après semaine sur les Champs-Élysées. Moi, je ne suis pas de ceux à qui ça fait plaisir ça justifie pas pour autant la violence. Non, je ne suis pas de ceux à qui ça fait plaisir que semaine après semaine, des Français tapent sur des Français. Et qu'importe pour moi qu'ils aient un uniforme de policier ou qu'ils aient un gilet jaune, ça ne me fait pas plaisir. Et donc je cherche le chemin pour sortir de ça, pour aller vers une désescalade. Mais aujourd'hui, c'est pas avec des tirs de LBD et du grand débat, ou qui est pareil pour les gens qui se mobilisent vaseux et fumeux, qu'on s'en sort. Au contraire, ça crée une espèce d'usure, une usure psychique qui fait que ça souffle plutôt sur les braises. François Ruffin, votre rivalité avec Emmanuel Macron, ça pourrait aussi faire un film. Ils naissent tous les deux à Amiens, l'un a tout, l'autre n'a rien. Quand le riche devient président, le pauvre devient son opposant. C'est un bon point de départ. Ça finit comment moi, ce film? Je ne suis jamais présenté dans cette opposition à Emmanuel Macron. Je ne suis jamais inscrit comme celui qui n'a rien du tout. Je connais mon parcours social. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fourni une éducation. Vous savez, Emmanuel Macron dit qu'il s'est fait tout seul. Moi, je ne dis pas que je me suis fait tout seul. Je me suis fait grâce à des milliers de personnes qui m'ont apporté leur affection, qui m'ont entouré, qui m'ont apporté de l'éducation, qui m'ont apporté... Oui, je suis loin d'avoir rien eu et je suis loin d'être un pauvre. Et jamais je sais... C'est plutôt que j'appartiens à une classe intermédiaire. Et je pense qu'il y a un privilège de la classe
intermédiaire, c'est de choisir son camp. Et j'ai choisi mon camp, en effet. Emmanuel Macron a choisi Oui, ça. il a choisi le camp de l'oligarchie depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est dans une stratégie de séduction de l'oligarchie et que maintenant qu'il est président, il la sert. Moi, je dois dire que je viens essayer de servir les Cindy, les Marie, les Khaled. François Ruffin, cette crise sociale, comment va-t-elle finir? Vous souhaitez aujourd'hui que le mouvement reprenne? Oui, moi je lis des propos de proches d'Emmanuel Macron dans Le Parisien qui dit « Je ne vois pas comment on sort de ça, angoisse un proche. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. » C'est ce que je prône. Je prône la merguez comme outil révolutionnaire pour cet automne. Après les gilets jaunes, le petit jaune. Vous voyez, le pastis qu'on vient partager sur un rond-point de manière conviviale. Et je pense qu'on peut avoir là un mouvement à la fois pacifique, mobilisateur et qui vient revenir sur les 4 grandes demandes que j'ai listées et qui pourraient faire avancer à la fois la justice sociale dans ce pays et la démocratie. Merci François Ruffin.